Bonjour à tous, comme chaque semaine, c'est Tambour Battant. Tambour Battant consacré cette semaine à Pour une politique européenne de l'énergie. Alors avec Patrick Tudoret, ici présent, nous recevons Michel Derdevet. Bonjour. Bonjour. Michel Derdevet, vous êtes secrétaire général d'Enedis, vous êtes membre du directoire d'Enedis, vous avez occupé divers postes de direction à EDF, puisque en fait Enedis vient d'EDF, mais aussi des postes de cabinet ministériel. Vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris et au Collège d'Europe de Bruges. Vous êtes l'auteur d'un livre très important qui était un rapport au président de la République sur l'énergie, l'Europe des réseaux, dont nous avions parlé ici même. Et vous venez de publier ce livre aux éditions Descartes et compagnie qui s'intitule « Énergie pour des réseaux électriques solidaires ». Vous êtes auteur de ce livre avec Alain Beltran et avec Fabien Roch. Fabien Roch que nous recevrons tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Alors voilà, je voudrais essayer avec vous, si vous le voulez bien, d'essayer de comprendre comment les activités de transport et de distribution de l'énergie s'organisent. Et comment de l'activité de production et de l'activité de fourniture d'énergie, il y a là tout un ensemble de choses qui sont organisées. Et en fait, vous nous proposez de réfléchir à garantir l'indépendance et la neutralité des réseaux. Je voudrais commencer par ça parce que j'ai l'impression que c'est une question politique absolument décisive. Personne n'y pense peut-être, en dehors des professionnels évidemment, n'y pense tout le temps, mais finalement, avoir une certaine indépendance, c'est une très grande importance. D'autant plus que la Russie, par exemple, joue un rôle très important en matière d'énergie aujourd'hui en livrant la France. Mais le fait que nous ayons transport et réseau indépendants, c'est important, non ? D'abord, bonjour. Oui, c'est important. C'est important pourquoi ? Parce que, en fait, les réseaux, c'est de formidables outils d'acheminement. C'est un mot qu'on emploie aussi pour les réseaux, que ce soit les réseaux de transport, les grandes lignes électriques à haute et très haute tension ou les grands gazoducs, ou pour les réseaux de distribution, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui sont les réseaux de proximité qui arrivent au plus près de chez vous. Pourquoi c'est stratégique ? Parce qu'en fait, les réseaux, depuis 100 ans, 150 ans que l'énergie a été construite en réseau, ils ont su s'adapter aux différentes transitions énergétiques. Vous savez, le monde, il a vécu plusieurs étapes en matière d'énergie, le charbon, le pétrole, pour un certain nombre de pays européens, le nucléaire. Aujourd'hui, une part massive d'énergie renouvelable qui arrive sur les réseaux et par les réseaux. Et ce qui caractérise ces réseaux, c'est leur flexibilité, leur capacité de s'adapter, quels que soient les moments politiques, quels que soient les choix faits par les pouvoirs politiques nationaux ou européens. Les réseaux, ils doivent avoir cette plasticité, si vous me passez la formule, qui leur permet de répondre en temps réel à quoi ? À un équilibre entre l'offre, la demande, et donc à avoir cette maturité industrielle. Pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quand même la question européenne. Oui. Parce que s'il faut que les réseaux aient cette maturité, on peut dire que tous les réseaux en Europe ne sont pas au même niveau. Et que donc il y a des différences, à la fois du point de vue du mix énergétique dans chaque pays, et en même temps au point de vue de l'utilisation des réseaux. Alors, je voudrais que vous me disiez, qu'est-ce que ça veut dire une Europe de l'énergie ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Alors pour moi, une Europe de l'énergie, elle sera sans doute pas une Europe où on va converger par miracle et en claquant des doigts sur un mode de production énergétique. D'abord, cher Antoine, une remarque. Quand on parle d'énergie, on parle souvent beaucoup d'électricité. Mais vous savez, en France, aujourd'hui, l'énergie principalement consommée, c'est le pétrole. Plus de 40%. L'électricité, elle arrive 25% derrière. Donc le débat, il est suroccupé par la question électrique. C'est pas moi qui vous dirais que la question électrique n'est pas centrale. Mais n'oublions jamais que le point majeur au niveau européen, c'est se désintoxiquer du charbon, du gaz, du pétrole, des énergies importées. Pourquoi ? Parce que ces énergies importées en Europe, elles coûtent de l'argent. Les citoyens européens, les 500 millions d'Européens, dépensent 1 milliard d'euros par jour d'achat de matières premières carbonées, charbon, si M. Poutine gaz. nous écoute, il ne sera pas content. Parce que, étant donné qu'il nous vend une grande partie de son énergie, de son pétrole... Peut-être lui ou d'autres. Mais la question majeure, c'est donc essayer d'abord de construire un modèle qui soit moins émetteur de CO2, qui participe à la lutte contre les émissions de CO2, donc à la lutte contre le réchauffement de la planète. Si on intègre ça, bien entendu, qu'après, il y a la variable électrique. Et la variable électrique, pour revenir à votre question, elle est construite selon des schémas culturels. Chaque pays a construit ses choix d'énergie primaire, construit ses réseaux selon des choix extrêmement forts. En France, la loi d'avril 46 nationalise la distribution d'électricité sur 95% du territoire, en laissant quelques régies
Strasbourg, Metz, Grenoble, dans les Deux-Sèvres, Ce sont vraiment des dans la Vienne. exceptions. Hein, C'est des exceptions, c'est 5%. Ouais. C'est un choix qui n'est pas un choix que technique ou qu'industriel, c'est un choix de nature politique. Dans l'Europe, elle est diverse, et par exemple, vous évoquiez tout à l'heure Enedis, on fait partie des 12-13 grands distributeurs d'électricité en Europe, mais il y a 2000 autres compagnies d'électricité très disparates. En Allemagne, vous avez 800-900 distributeurs qui sont des petites régies locales, municipales, des Stadtwerke, parce que le choix politique allemand a été différent du nôtre. Et donc, je pense qu'il ne faut pas, si l'Europe sait marcher au canon et fonctionner uniquement avec une injonction par rapport à un modèle, ça ne le fera pas. Ce qu'il faut plus, c'est se poser la question de savoir comment, sur cette diversité, on peut trouver des segments de coopération, des espaces dans lesquels on fasse mieux et de manière plus pertinente ensemble. Et c'est bien ça le défi de l'Europe. C'est pas d'aligner tout le monde à une uniformité, c'est de générer des points de convergence, des points de travail en commun. Patrick Tudoret. Alors justement, donc rappelons qu'Enedis, parce que pour nos téléspectateurs ne sont pas toujours familiers de ce maquis, parfois, donc Enedis, c'est l'institution très importante qui en France s'occupe de la distribution d'électricité avec 1,4 million de kilomètres de réseau. Oui, c'est considérable. C'est considérable. C'est à la taille d'un grand pays comme la France, voilà, qui en termes géographiques ne peut pas être comparé à beaucoup d'autres pays. Donc il est logique que la distribution d'électricité soit au cœur de la transition énergétique. Et comme vous le rappelez d'ailleurs dans votre livre, 95%, ça très peu de gens le savent, 95% des énergies renouvelables se raccordent sur le réseau de distribution. Avec un saut considérable dans les 10 dernières années. Avant les années 2005-2004, on avait de l'énergie renouvelable, mais c'était de l'hydraulique, de la petite hydraulique. Aujourd'hui, on a de plus en plus, avec une croissance continue chaque année, d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque, et ces énergies rentrent par le bas. Elles rentrent par le même réseau qui, de manière ancienne, arrivait à votre compteur de manière descendante. Et donc on voit bien que le réseau devient bidirectionnel. Il a à la fois à distribuer au sens classique, à arriver à votre compteur à tous les deux, mais en même temps, il doit collecter. En France, 350 000 sites de production diffus, répartis dans tous les territoires. Et donc ça, c'est une révolution énergétique qui n'a pas dit son nom et qui est peu connue, effectivement, de nos concitoyens. Michel Verdevet, vous voyez le problème, puisque dans votre livre, vous parlez de kaléidoscope des réseaux européens. Il y a une hétérogénéité des modèles de distribution. La distribution en Europe est finalement fragmentée. C'est vrai qu'il y a de grosses sociétés comme Enedis pour distribuer, mais il y a 2400 sociétés, j'ai appris ça en vous lisant, 2400 sociétés avec un tout petit nombre de clients, enfin un relativement petit nombre de clients qui existent pour distribuer de l'électricité. Il y a une dizaine d'acteurs majeurs, dont Enedis, mais qu'en fait, et qui ont 35 millions de clients, donc ça c'est évidemment très très important, mais compte tenu de cette disparité, de cette hétérogénéité, qu'est-ce que ça veut dire, encore une fois, l'Europe de l'énergie? Vous n'allez pas balancer ces petites sociétés. Bien sûr. Donc quel type de lien vous pouvez avoir, vous, Enedis, avec ces petites sociétés, et comment l'Europe de l'énergie peut signifier quelque chose, et pour ces petites sociétés, et pour vous? Ces petites sociétés et nous, on a les mêmes défis. Par exemple, en termes technologiques aujourd'hui, le défi que les Européens ont en face d'eux, c'est le stockage de l'électricité. Le jour où on aurait des moyens de stockage... Mais comment on ne sait pas le faire? Pour l'instant, vous me parlez d'avenir, là. Mais justement, parce qu'on ne peut construire que par rapport à l'avenir. Quand John Fitzgerald Kennedy parle de programme Apollo et de conquête de la Lune, beaucoup d'Américains rigolaient et considéraient que c'était une utopie. Donc vous pensez, vous nous dites, ça y est, on va pouvoir stocker l'énergie? Non, je pense qu'on peut avoir des sujets de recherche et développement, des sujets liés à l'innovation, qui fassent partie de chantiers partagés. Le stockage, ce qu'on appelle le courant continu, la technologie qui amène à pouvoir faire transiter, non pas un courant alternatif, mais un courant continu, est à un coût élevé. Si on arrive à travers les programmes de R&D européens à diminuer le coût, on est gagnant. La mobilité durable. Aujourd'hui, l'Europe, elle ne part pas assez aux citoyens. On en parlera peut-être tout à l'heure à travers vos invités. Mais aujourd'hui, l'Europe ne peut pas être qu'un amassis de textes, de règlements, de directives extrêmement complexes et qui ne parlent pas aux consommateurs et aux citoyens. Et donc, il faut travailler sur des questions de mobilité propre. C'est une des propositions que je faisais dans le rapport que j'ai remis le 23 février 2015 à François Hollande. Par exemple, équipons nos autoroutes de systèmes de recharge tous les 80 km, permettant aux véhicules propres, qu'ils soient électriques, au gaz, à l'hydrogène, de pouvoir circuler sur les grands réseaux autoroutiers européens. Qu'est-ce qui empêche de rêver à cela? Ça coûte pas des sommes considérables. Je vous entends bien. Et ça signifie que pour vous, l'Europe de l'énergie, c'est un projet, c'est une perspective, et c'est pas une réalité. C'est une réalité quand on regarde le passé.
l'Europe de l'énergie, ça a été la CECA, c'était le fondement de l'Europe. N'oublions jamais qu'à la création de l'Europe, il y a 2 communautés de l'énergie. Le charbon, l'acier en 51, l'énergie atomique en 57. Il s'agit en 2017 de refonder tout ça, mais autour de priorités. Et de ne pas se laisser aller au repli, au chacun chez soi, au débat stérile d'opposition entre tel ou tel pays. L'Europe de l'énergie, c'est pas ça. Alors, par ailleurs, ne tombons pas non plus dans la naïveté et dans le concept. À Bruxelles, aujourd'hui, est en débat toute une série d'éléments sur l'union de l'énergie. L'union de l'énergie, c'est peut-être un horizon assez lointain. Mais avant de parler d'union de l'énergie, parlons de chantiers concrets de coopération. Et moi, ma conviction, c'est que sur les réseaux de distribution, ces chantiers concrets de coopération, ces plateformes d'échanges technologiques industriels entre entreprises de réseau, c'est un des éléments sur lesquels on peut aller. Dernier point très important pour prolonger mon raisonnement, c'est le volume des investissements. Aujourd'hui, les experts nous disent d'ici 2030, il y aura 1,1 milliard à consacrer en Europe à la transition énergétique. 1,1 milliard, vous voulez dire 1,1 milliard plutôt. 1,1 milliard. 1,1 milliard d'euros à consacrer à la transition énergétique. Considérable. Donc 400 pour la distribution. Alors 400 pour la distribution, 200 pour le transport, les grands réseaux, et le reste pour la production. On voit bien que si on le fait de manière désordonnée, désoptimisée, on est complètement à côté de la cible. La cible, c'est par rapport aux États-Unis, par rapport à la Chine, d'avoir une approche industrielle commune, une politique commune sur ces sujets. Vous venez de l'évoquer, mais je voudrais revenir dessus. Ce que vous évoquez dans votre livre, donc, ce que vous appelez l'utopie dangereuse du repli local, de l'autarcie portée en dogme, pour aller vers ce que vous appelez une décentralisation responsable et connectée aux autres. Ça paraît important, ça. C'est important. Et hier, le président de la République française, le nouveau président français, évoquait le fait que le smart n'était pas que beautiful. Oui. Et en fait, on a en matière d'énergie une contradiction. C'est-à-dire qu'on a un fait acquis. De plus en plus de collectivités veulent s'emparer de la question énergétique. C'est le sens de l'histoire. C'est positif. Parce que ça veut dire que les citoyens vont débattre. Forte implication. Exactement, au niveau local, des modèles dont ils ont envie demain de voir leur réalisation. Donc ça, c'est positif. De la même manière, on a de plus en plus d'énergie décentralisée, renouvelable, qui viennent des territoires. Donc ça, c'est un acquis. Mais par ailleurs, avec Alain Beltrand et Fabien Roch, on pose une question qui est liée au fait ne tombe pas parfois dans cette utopie du local. Ça veut dire quoi? Il y a un historien de l'Antiquité, Paul Veyne, qui parle souvent du domaine romain. Et le domaine romain, c'est le mythe dans lequel finalement on a chacun chez soi ses olives, ses chèvres, son fromage, et on se protège des barbares, de tout ce qui vient de l'extérieur, en construisant une sorte de mur de protection autour de soi. Notre philosophie aux 3 auteurs de ce livre, c'est que l'avenir énergétique, il n'est peut-être pas dans la construction de micro-modèles fermés les uns par rapport aux autres, et que la notion de solidarité, le sous-titre du livre, c'est pour des réseaux électriques solidaires. Et plutôt un macro-modèle partagé. Elle a tout son sens. Puisqu'on est sur un débat sur l'Europe de l'énergie, la Cour de justice de l'Union européenne, elle a posé une définition juridique de la subsidiarité, qui consiste à dire finalement la subsidiarité, c'est faire ensemble, de manière plus pertinente, ce qu'on ne peut pas faire tout seul dans son coin fermé. C'est-à-dire que la vraie question que les réseaux nous posent, c'est à travers les réseaux d'énergie, est-ce qu'il n'y a pas des solidarités au niveau régional qui ne sont pas assumées entre les départements? Est-ce qu'il n'y a pas des solidarités au niveau d'un État qui ne sont pas assumées au niveau des régions? Et est-ce qu'il n'y a pas surtout une solidarité européenne à mettre en place, qui n'est pas assurée uniquement par les politiques menées dans chaque État. Et vous voyez bien qu'on renverse cette notion de subsidiarité. Souvent, la subsidiarité, quand on parle de questions européennes, c'est « bon Dieu, que Bruxelles ne s'occupe pas de mes fromages ». Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment, si on veut être performant, on ne doit pas travailler ensemble, et pas uniquement par la mise en série de modèles locaux et d'utopie locale. Et ça, c'est un beau sujet de réflexion, parce qu'on voit qu'il faut marier des tendances, une appétence de plus en plus forte à la prise en main locale, et qui est un phénomène fort, et qui, encore une fois, est un phénomène positif, et en même temps, se poser des questions. Dans le livre, on pose une question, que Fabien Roch développera tout à l'heure, autour de ce qui, en France, est un des éléments du modèle français, qui s'appelle la péréquation des tarifs d'acheminement. Alors, pour nos téléspectateurs qui ne sont pas experts des règles économiques, le réseau, sur les réseaux, il y a un péage, il y a un tarif d'utilisation du réseau ou des réseaux. Un choix a été fait, il y a 60 ans bientôt, d'avoir un modèle de tarification qui soit le même. C'est-à-dire que ce tarif d'acheminement soit le même, quels que soient les territoires ruraux, urbains. Et tout.
Et ça suppose donc qu'il n'y a pas d'écart entre les territoires, qu'il n'y a pas de discrimination entre les grandes métropoles, les territoires ruraux. De la même manière. En Allemagne, ce choix de la péréquation n'a pas été adopté. Il y a des écarts de 40% Alors justement, dans les tarifs. Comment ça va se faire? Comment ça va se faire l'interconnexion avec l'Allemagne? Dans quelles conditions, effectivement? Est-ce que vous pensez que l'Allemagne va adopter le même système que le nôtre? Ou bien est-ce que l'Europe de l'énergie va pouvoir se faire avec des systèmes différents? Je pense que le problème, c'est pas que l'un adopte le modèle de l'autre. C'est qu'il y ait un débat de nature éminemment politique. Claude Turmes et Christian Pierret, qui sont des hommes engagés en termes politiques, pourront en débattre peut-être tout à l'heure, mais qu'on ait un débat, une compréhension, et qu'on n'ait pas de l'invective sur le modèle d'un tel est le meilleur par rapport à l'autre. Votre objectif, c'est d'arriver à une seule manière de faire? Ou bien certainement pas. Ou bien vous pensez que c'est tout à fait possible de maintenir l'Europe de l'énergie avec des conditions qui soient... Sur ce sujet-là, par exemple, on ne peut pas envisager que sur les tarifs, il y ait tout d'un coup d'un seul. C'est l'objet d'un document qui est en discussion à Bruxelles qui s'appelle le Clean Energy Package. On ne va pas avoir demain une solution unique de tarification sur les réseaux de distribution. Ce serait pour le coup utopique. Et par ailleurs, qu'il y ait un débat sur comment on introduit telle ou telle variable dans les tarifs, comment, par exemple, un exemple, la recherche et le développement sont embarqués ou pas dans les tarifs que vous et moi, on paye. L'Europe peut nous garantir ça. Est-on sûr que dans tous les tarifs qui aujourd'hui jalonnent les revenus de RTE, d'Enedis, de GRT Gaz ou de GRDF, il y a la partie R&D qui est embarquée? Je ne sais pas. Et donc, vous nous dites en fait, l'Europe, c'est un lieu de discussion et donc éventuellement de confrontation de pratiques différentes. Et de débat politique. Oui, d'accord, débat politique. Mais la question qui se pose est la suivante. Nous avons par exemple, je l'ai lu sous votre plume, en Norvège, en Finlande, en Allemagne, des sociétés mixtes où l'État est éventuellement majoritaire, où l'État n'est pas majoritaire, où il y a du privé, etc. Comment unifier tout ça? Quand on lit ça, on se dit, il faudrait bien qu'il y ait une unification à l'échelle européenne. Sinon, est-ce que l'Europe de l'énergie ne va pas se heurter à des petits pouvoirs qui vont vouloir continuer leur pratique de distribution de l'énergie, indépendamment de ce qui se fait, éventuellement, à l'initiative d'Enedis en France? Je vais peut-être vous décevoir, cher Antoine, mais l'Europe, pour qu'elle aborde éventuellement la voie de l'unification, faudrait-elle qu'elle ait un poids politique? Aujourd'hui, l'Europe, de mon point de vue, n'a pas un poids politique suffisant pour imposer, serait-ce utile d'ailleurs, une unification. Par contre, ce qu'on peut expliquer aux citoyens européens, c'est que face à des grands continents qui ont des politiques industrielles de plus en plus présentes, regardez Donald Trump qui nous parle de partenariat public-privé sur les grands réseaux, qui a une politique assez étonnante d'investissement sur les infrastructures. Nos amis chinois sur les infrastructures électriques ont aussi une stratégie et qui dépasse la Chine, qui est une stratégie mondiale. Et nous, on fonctionnerait à 27 ? On aurait sur les grands défis de la transition une approche. Donc mais comment vous allez faire? Moi, je veux bien vivre l'Europe, mais comment vous allez faire? Ça ne passe pas par l'unification, ça passe par un travail qui consiste de manière pratique sur des grands chantiers. On parle par exemple, on peut parler du comptage intelligent, on peut parler encore une fois des innovations liées à la mobilité, d'aller sur des chantiers symboliques et de faire que tout le monde se mette en même temps, à travers peut-être du financement européen privilégié, sur ces chantiers-là. Et on voit bien que ça suppose de sortir du débat purement technique et pour aller vers des prises de position, des paris de nature politique. Et ce qui manque aujourd'hui, simplement, c'est ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on parle de l'union de l'énergie, on parle de certains thèmes qui sont des thèmes slogans, mais derrière, on n'a pas un horizon qui pourrait être proche, 2020-2025, avec des sujets qui parlent à monsieur et madame Michu, ça n'existe pas. Et donc, vous voyez que le chemin, il est encore long, mais sans doute pas dans l'unification. L'unification, ça serait générer ou accélérer un mouvement de rejet dans un certain nombre de pays. C'est pas du tout le sens de l'histoire, me semble-t-il. Cette transition énergétique, on l'a bien vu, qui engage un grand nombre de volontés parfois un peu divergentes en Europe. Donc est-ce que le couple franco-allemand a un rôle à jouer, toujours aussi moteur, à l'évidence, sachant que les différences culturelles sont importantes, mais à l'évidence, oui. À l'évidence, parce que d'abord, on évoquait tout à l'heure les deux communautés historiques qui ont été construites dans des moments critiques, parce que parler de charbon et d'acier en 50, comme l'a fait Robert Schuman, c'est peut-être pas évident dans un certain nombre de territoires, en Allemagne comme en France. Donc ça l'a fait il y a donc 67 ans, mais pourquoi on ne serait pas capable de le faire aujourd'hui? Moi je suis très confiant dans le dialogue Merkel-Macron. Il y a un sommet franco-allemand le 14 juillet, il y a des sujets sur la table qui peuvent démarrer.
la coopération. Ça peut aller assez vite. Créer une plateforme numérique pour protéger les données que les consommateurs européens vont avoir de plus en plus importantes à travers leurs distributeurs, ça peut être un sujet qui intéresse les Allemands, sensibiliser à la notion de protection des libertés individuelles comme nous, Français. Est-ce que vous croyez que vous travailler sur la mobilité, les grands constructeurs automobiles allemands arrivent aujourd'hui sur ces sujets de mobilité propre. C'est un petit peu en retard, mais ils rejoignent la course. Et donc, il faut que les politiques soient capables de rassembler toutes ces volontés industrielles et de donner une perspective. Alors vous parlez dans votre livre d'aggiornamento des réseaux de distribution à l'échelle européenne, et pour vous cet aggiornamento passe d'abord par la priorité donnée au déploiement de réseaux électriques intelligents. Est-ce que vous pensez que sur une question comme ça, le politique peut décider, les techniciens que vous êtes, à s'organiser, à travailler ensemble pour que, effectivement, les réseaux intelligents, on nous les utilise. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que les réseaux intelligents, mais on les utilise de la même façon sur toute l'Europe. Alors, pour les téléspectateurs, j'ai ce qu'on appelle smart grid, les réseaux intelligents, voilà, pour qu'ils comprennent bien. Mais expliquez bien ce que c'est. Non, mais les réseaux intelligents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un croisement aujourd'hui entre deux mouvements, la révolution ou la transition énergétique et la révolution numérique, digitale. Et donc, on voit que, alors d'abord, les réseaux, ils étaient intelligents avant que les États-Unis imposent le concept de smart grid. C'est quand même une trouvaille à la fois industrielle et politique de la fin des années 2000 qui vient des États-Unis. Mais l'intelligence, elle est embarquée dans les réseaux historiquement. Bien sûr. Il y a énormément de systèmes d'information très complexes qui amènent au pilotage, à l'équilibrage des réseaux de manière historique. Ce dont il s'agit dans les smart grids, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de complexité. Vous savez, l'Europe, elle consomme pas plus d'électricité tous les ans. La consommation, elle est plutôt flat. Par contre, on a aujourd'hui de plus en plus, on l'évoquait tout à l'heure, 20% d'énergie renouvelable qui arrive. Et l'intérêt de cette énergie, c'est qu'elle est disponible et en même temps, elle a une particularité, elle est intermittente. Et donc, ça veut dire que générer cette complexité est pour un chantier passionnant pour les énergéticiens. Et de l'autre côté, on a côté client ce qu'on appelle le consommateur intelligent. Les compteurs intelligents, de plus en plus de capacité pour le consommateur européen à moduler, modérer, mieux appréhender sa consommation. Consommateur. Exactement, consommateur et consommateur citoyen. C'est ça. Et tout ça, ça passe sur des infrastructures qui doivent elles-mêmes embarquer de plus en plus d'informations, de plus en plus de données. Vous savez, un seul chiffre, on parle souvent en France du compteur Linky, il va générer entre 2000 et 4000 fois plus d'informations disponibles pour chaque consommateur qui pourra les utiliser pour changer son comportement et pour les collectivités de manière anonymisée. C'est une forme de responsabilisation. C'est considérable. Et donc on voit bien que ce chantier-là... Mais comment est-ce que le consommateur peut agir exactement, compte tenu de ça? De manière pratique, en ouvrant un espace client et en regardant sa consommation la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, les 10 ans d'avant, ce qu'il ne pouvait pas faire. Le consommateur jusqu'ici est un consommateur à qui on disait, voilà, l'électricité, on te l'amène, profites-en, c'est formidable et c'est magnifique. Maintenant, demain, de plus en plus, dans beaucoup de pays européens, la cible en matière de compteurs intelligents, c'est à l'horizon 2020, presque 200 millions de compteurs intelligents partout en Europe. Donc c'est un gros chantier. Et c'est un chantier... Il y a un aspect information, mais l'aspect action du consommateur. L'aspect action, c'est qu'à partir de là, le consommateur qui a une information parce que son distributeur lui permet d'accéder à une plateforme, il pourra dialoguer avec son fournisseur, challenger dans un cadre concurrentiel, ce qui est le cas de l'Europe, sa facture d'électricité, changer de fournisseur s'il le veut, pouvoir acheter le service d'une petite start-up qui va lui dire je vais t'aider à mieux organiser ta consommation. Voilà, il y a tout un champ nouveau qu'on appelle le champ de l'efficacité et qui... Mais tant qu'on ne peut pas stocker, tant qu'on ne peut pas stocker, parce que pour l'instant, on ne peut pas stocker l'électricité. Tant qu'on ne peut pas stocker, est-ce qu'il y a véritablement l'action du consommateur est très efficace? Il peut changer, d'accord, de fournisseur, mais sinon, qu'est-ce qu'il peut faire? Mais on peut aussi l'inciter, l'encourager, y compris financièrement, s'il rentre dans un comportement plus efficace. Ça veut dire que le consommateur, il ne va plus être uniquement dans un rôle passif, mais on appelle ça l'effacement ou l'agrégation de consommation, on peut l'inciter financièrement à un moment donné, ne plus consommer parce qu'il y aura peut-être moins de production à ce moment-là. Et vous croyez qu'il y a des gens qui, par exemple, à 3h de l'après-midi, diront, écoutez, comme on consomme trop à 3h de l'après-midi, on va baisser, on va éteindre les lumières chez nous? De plus en plus. Mais de plus en plus. De plus en plus. De plus en plus. Et alors ça s'est fait, il y a une région française qui a été
typique de ce point de vue, c'est la Bretagne. Vous savez que la Bretagne ne produit que 12% de sa consommation. Donc la Bretagne est une péninsule électrique. Et il y a une dizaine d'années, un programme a été lancé à la fois par ERDF à l'époque, antécédent d'Enedis et RTE, qui s'appelle EcoWatt. Pour, au moment critique où la consommation ne trouvait pas assez de production sur les territoires bretons, et ailleurs, pouvoir amener de l'effacement de consommation. Les consommateurs différaient leur consommation, lancer leur lave-linge 2 heures plus tard, 3 heures plus tard. C'est un programme expérimental et ça a marché. Et aujourd'hui, au moment critique, quand il y a des pics de consommation, il y a en PACA comme en Bretagne, des citoyens qui acceptent. Demain, si j'entends bien qu'il peut y avoir des pics de consommation, Michel Derdevet, j'entends bien qu'il peut y avoir des pics de consommation quand il fait très froid, etc. Là, on est prévenu d'ailleurs en plus. Vous savez communiquer pour nous dire, là vraiment, il y a un pic de consommation, on va être obligé de prendre de l'électricité ailleurs, etc. Et essayer de ralentir votre consommation d'énergie. Ça, j'entends. Mais entre les heures de consommation, là, j'ai du mal à vous entendre. Tant qu'on ne peut pas stocker, je vois difficilement comment on va reporter la lessive d'une heure, on va reporter le lave-vaisselle d'une heure. Et les heures creuses, mais vous pourrez, ça fonctionne déjà depuis longtemps. C'est historique. Et puis demain, qu'est-ce qui vous dit que ce sera vous qui le ferez? Si à un moment donné, vous avez des automatismes, des systèmes d'information suffisamment malins... Ça veut dire que quand je mettrai mon lave-vaisselle à mauvaise heure, ça ne marchera pas? Ça veut dire que peut-être qu'il y aura un autre automate de fonctionnement qui fera qu'il se décalera d'une heure, sachant que par ailleurs, vous ne rentrez à la maison qu'à telle heure. Donc ça veut dire que tout ce chantier-là est un chantier en mouvement, les innovations. Moi, je suis en contact tous les jours avec énormément de start-up qui viennent nous voir et qui ont envie de travailler. Donc vous voyez, le réseau, aujourd'hui, ce qui le caractérise, je reviens sur le mot de tout à l'heure, flexibilité. C'est qu'on va rentrer dans des innovations, des changements fondamentaux. Et le réseau n'est plus un réseau uniquement de distribution, d'acheminement, de manière verticale. C'est un réseau qui doit intégrer tout ce monde qui bouge et à la vitesse grand V. Et ça, vous allez pouvoir le faire à l'échelle européenne, c'est-à-dire que tout le monde est intéressé. Pas nous et nous seuls. Non, mais j'ai bien compris. Dans la collaboration avec toutes ces sociétés, etc., vous allez pouvoir le faire à l'échelle européenne en proposant cette modernisation à tout le monde. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va être un petit peu cher pour les sociétés d'électricité qui sont très petites et qui vont dire, écoutez, d'accord, mais si vous nous demandez beaucoup d'argent, nous, on ne pourra pas faire cette modernisation? Je ne suis pas sûr, parce que je pense que le modèle est en train de changer. Ça veut dire que les ressources, y compris les ressources de ces entreprises, va peut-être être dans un nouveau modèle qui ne sera plus uniquement lié à l'acheminement de manière classique. Ça veut dire que, en fait, ce qu'il faudra rémunérer, c'est la capacité de ces réseaux à fournir tout le temps de l'électricité, quelles que soient les périodes de tension. Donc ça veut dire qu'on va passer sur une rémunération du secours, du caractère sécurisant que le réseau. Et c'est en cela qu'on revient à la question de tout à l'heure que vous évoquiez sur le local, l'ultra-local. Même si on est sur une addition de systèmes fermés, de réseaux fermés, de microgrids, qui va garantir le système de secours mutualisé, la solidarité? Et c'est une très belle question économique. Ce que vous dites, un vecteur, la distribution comme vecteur de solidarité nouvelle. Exactement. Et derrière, avec des questions de nature économique posées aux régulateurs, posées au pouvoir public, et qui aujourd'hui, on voit les lignes de force, on voit ces questions apparaître. Tout le sujet, c'est peut-être l'intérêt de l'émission telle que celle-là, c'est de faire que les décideurs, que les ministres de l'énergie, les responsables politiques, les députés européens tels que Claude Turmes s'emparent de ces questions, rentrent dans cette complexité et donnent des lignes de force. Mais encore une fois, pas l'unification. Hein. L'unification européenne pas l'unification. Ne marcherait pas et serait un contre-modèle. Alors votre livre s'appelle Énergie, il est écrit avec Alain Beltran et Fabien Roch que nous allons avoir tout de suite. Son sous-titre, Pour des réseaux électriques solidaires, et c'est aux éditions Descartes et compagnie. Merci. Merci à vous. Pour une politique européenne de l'énergie, deuxième partie, sur le grill. Donc nous avons face à face Christian Pierret. Bonsoir. Bonjour. Christian Pierret. Vous êtes ancien ministre de l'Industrie, vous êtes auteur avec Philippe Lator d'un livre absolument intéressant qui s'appelle « Réinventer la social-démocratie ». Je dis absolument intéressant pour notre sujet parce qu'il y a des pages et des pages sur la politique européenne de l'énergie et sur la manière dont il faut penser le mix énergétique. Alors vous êtes auteur de beaucoup de livres, aujourd'hui vous êtes avocat. On peut dire que ce livre, Réinventer la social-démocratie, avec une préface de Védrine, et qui est publié donc aux éditions de l'Archipel, nous permet de cibler le lien qu'il y a, dont on parlait tout à l'heure, entre la politique et, au fond, les énergéticiens. Vous, Fabien Roch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes
quelqu'un qui travaillait comme économiste de l'énergie. Vous êtes vice-président exécutif au sein du cabinet de conseil Eco-Compass Lexecon, et vous êtes surtout professeur associé à Paris-Dauphine, et vous travaillez sur la régulation des marchés de l'énergie. Alors je voudrais commencer par là, la régulation des marchés de l'énergie, et vous interroger sur, au fond, comment est-ce qu'on pourrait penser un plan de transition énergétique coordonné. On a beaucoup parlé en France du plan de transition énergétique, vous en parlez dans votre livre, Énergie, que vous avez écrit avec Michel Dardevet, mais je n'ai pas très bien compris comment ces plans peuvent être coordonnés à l'échelle européenne. Alors je crois qu'il faut bien dissocier les objectifs politiques et les moyens qu'on se donne pour atteindre les objectifs politiques. Et en Europe, on a décidé de créer ce marché interne de l'énergie. Ce marché étant un moyen, il ne faut jamais l'oublier, pas une fin en soi, pour obtenir les objectifs de politique énergétique qu'on se donne. Et donc, vous m'avez posé la question de la régulation, du cadre de marché. Il faut arriver à mettre en cohérence cette régulation et ce cadre de marché par rapport aux objectifs politiques qu'on s'est donnés. Et ce n'est pas facile. On y travaille en tant qu'économiste pour aider, accompagner les hommes politiques, les régulateurs depuis 20 ans, mais je pense qu'on n'a toujours pas trouvé la solution magique. Alors, on n'a pas trouvé la solution magique, mais il y a quand même quelques questions qui se posent, et tout le monde ne les traite pas de la même façon. Par exemple, en fait, le prix de l'énergie fossile, qui est quand même une question très importante, là, il est fixé à l'échelle mondiale. Mais en fonction du prix d'énergie fossile, on voit des mix énergétiques différents. C'est-à-dire, en face du prix que nous avons, à l'échelle mondiale, on voit des pays européens qui travaillent le mix énergétique de façon différente. Est-ce que vous pensez que dans la perspective, il pourrait y avoir une régulation et, au fond, des mix énergétiques qui évoluent dans un sens qui fasse qu'il y ait convergence des mix énergétiques? Alors Michel, dans la première partie de l'émission, parlait effectivement du grand principe de subsidiarité européenne. Il y a des choses qu'on fait en commun et puis des choses qu'on laisse aux États membres. Vous mettez le doigt sur un des points les plus sensibles, le mix énergétique. On a actuellement le cadre du traité de Lisbonne. Dans ce traité de Lisbonne, on dit explicitement que le mix énergétique est du ressort des États membres. Et ça, c'est un point clé. Il faut savoir que oui, il y a des points de convergence qui vont arriver au niveau européen sur le mix énergétique du fait tout simplement de l'évolution technologique qui est inévitable. On voit bien aujourd'hui, Michel en a parlé, le foisonnement d'énergies renouvelables, la baisse des coûts vertigineuse des énergies renouvelables. Et donc ça, forcément, ça va nous amener des points de convergence entre pays européens. Maintenant, il ne faut pas oublier ce principe fondamental de subsidiarité qui s'applique au mix, et on voit bien que les politiques industrielles de mix restent divergentes dans un certain nombre de pays. Je vais vous donner des exemples concrets. L'Europe de l'Est, Pologne, d'autres pays. D'abord, la Pologne avec le charbon, la lignite. Le charbon, la lignite, c'est dramatique du point de vue climatique. Christian Pierret, vous l'abordez dans votre livre, cette question. Oui, je l'aborde. Et vous dites de façon extrêmement claire qu'il faudrait que l'Europe, au fond, impose à la Pologne de diminuer la part du charbon et de la lignite, pas d'un coup, mais de diminuer grandement. Alors, comment politiquement est-ce possible? Diminuer dans la production d'électricité. Oui, Michel Dardevet disait tout à l'heure que l'énergie, c'est pas uniquement l'électricité. Mais en ce qui concerne l'électricité, en fait, très objectivement, ce n'est pas des différences, ce sont des contradictions qu'il y a dans la politique des États européens et donc dans la politique européenne. L'Europe existe d'une certaine manière parce qu'il y a des directives. Il y a une directive gaz, il y a une directive électricité, il y a une directive énergie nouvelle renouvelable, etc., dont je suis un des auteurs en 2001 de l'une d'entre elles. Mais en vérité, les politiques sont contraires. Par exemple, l'Allemagne se vend comme un pays, et c'est vrai, ayant beaucoup d'énergie nouvelle renouvelable, photovoltaïque, environ 30 000 mégawatts installés, un peu plus même, éolien, même chose, à peu près 30 000 mégawatts installés, 35 000 mégawatts installés. Et elle dit, voyez comme je suis magnifique, que je suis un pays écologique. Mais le charbon. Or, l'Allemagne, c'est 42% d'électricité à partir de charbon et lignite. L'Allemagne, c'est une mine à ciel ouvert au cœur de la Ruhr, qui est une monstruosité écologique. L'Allemagne est en pleine contradiction. Le ministre allemand de l'énergie disait un jour, lorsque nous avons préparé la loi sur la transition énergétique en France, il a été consulté, il est venu publiquement dire
je sais bien que ce que nous faisons, c'est quand même très difficile pour nous Allemands. La production des électrons intensifs est au sud, la production des éoliennes est au nord, pour simplifier abusivement sans doute, mais ça a une grande part de vérité. Il nous faudra donc construire, disait-il, plusieurs centaines de milliards de circuits de transport entre le nord et le sud de l'Allemagne. Donc, alors la Pologne que vous avez citée, et puis d'autres sont totalement, parce qu'ils sont issus du bloc soviétique, totalement dédiés à un nucléaire ancien, dépassé, que la France d'ailleurs a contribué à moderniser pour le sécuriser. Il y a la Bulgarie, il y a les pays baltes, etc. Et puis, il y a des pays qui ont un mix complexe. La France, nucléaire, 75% pour l'électricité. La Grande-Bretagne, 20 et quelques %. La Hollande, etc. Certains ont abandonné le nucléaire. À terme, c'est l'Allemagne, c'est la Belgique, la Suisse en dehors de l'Europe. Et l'Espagne ne l'a jamais mise en œuvre alors qu'elle en a construit. Donc il y a une centrale toute neuve qui ne marche pas volontairement, et puis l'Italie pour des raisons de sismicité. Bref, il y a une très grande opposition entre les choix nationaux. Et il y avait, ça n'a pas été cité tout à l'heure, c'est dommage, il y avait une tentative à l'origine de l'Europe. Après la CECA, dont Michel a parlé, il y avait l'Euratom. Il n'a pas prononcé le mot, mais il a évoqué la chose. Et l'Euratom, c'était... il y a encore des crédits à l'Euratom qui permettraient, c'est mon idée, de conforter l'un des piliers d'une future Europe de l'énergie, qui est le pilier de la recherche. On y reviendra peut-être. En tout cas, aujourd'hui, moi je pense qu'il faut arrêter, c'est clair, hein, il faut politiquement arrêter ce débat stérile de nature idéologique et uniquement idéologique, c'est-à-dire des idées, un corpus d'idées fermées sur elles-mêmes, bétonnées, bunkerisées, qui s'appelle « Je suis pro-ENR et contre le nucléaire, je suis pro-nucléaire et contre les ENR ». En fait... Il faut dire ce que c'est les ENR. Énergie nouvelle renouvelable. Et en fait, il faut placer tout cela sous un facteur commun, qui est comment peut-on, à la suite de la COP21, comment peut-on décarboniser les économies européennes. Et comment peut-on faire de l'Europe le premier vecteur mondial d'une économie décarbonée. Est-ce que les pays européens sont tous capables de s'entendre pour aller vers une économie décarbonée que souhaite Christian Pierret et beaucoup d'autres citoyens avec lui, et est-ce que la discussion est possible? Parce qu'on dit, voilà, les mix énergétiques sont très différents, etc. On a tous constaté la chose. Mais est-ce qu'on peut progresser avec cette idée, il faut décarboner? Surtout que M. Trump, lui, abandonne la décarbonation, il n'y en a rien à faire. Bon, l'Europe peut prendre donc la tête du mouvement. Si l'Europe prend la tête du mouvement, il faut qu'elle s'entende. Et il faut que la Pologne et l'Allemagne arrêtent de faire du charbon. Vous pensez que c'est possible? Alors, 2 points là-dessus. Premièrement, l'objectif de décarbonation, je suis d'accord que ça doit être l'objectif premier. C'est celui qui guide, c'est le fil conducteur de notre transition énergétique. Mais il ne faut pas oublier la tension qu'il y a entre cet objectif premier et d'autres objectifs qui gouvernent l'Europe de l'énergie, notamment la sécurité d'approvisionnement. Il ne faut pas l'oublier, on a eu les crises, même récemment, crise ukrainienne, russe, qui nous rappellent que l'Europe est un continent dépendant d'importation du point de vue énergétique. Donc il faut moins de pétrole, parce qu'on est dépendant surtout en matière de pétrole. Absolument, mais la transition énergétique ne doit pas remettre en cause notre sécurité d'approvisionnement. Premier point. Deuxième point, il n'y a pas de contradiction, attendez, sur le deuxième point, il n'y a pas de contradiction donc entre le pétrole et une transition énergétique décarbonée. On est bien d'accord. Au contraire, il y a même des synergies. Bon, il y a même des synergies à terme. Donc, mais le problème, c'est la transition. Donc le deuxième objectif va avec le premier. Ensuite? Pas complètement. Juste là-dessus, pour revenir sur ce point, et je prendrai le deuxième ensuite, tout simplement, la question qu'on peut se poser, c'est les énergies renouvelables ne produisent pas tout le temps. Donc vous voyez bien qu'on a une question d'intermittence à gérer. On sait faire, mais il faut gérer cette transition pour s'assurer que dans la durée, on est capable de maintenir la sécurité d'approvisionnement. De la même façon, il faut savoir stocker. Absolument. Et de la même façon, si vous dites aux Polonais du jour au lendemain, vous fermez vos centrales charbon, on voit bien qu'on a un problème. Soit ils dépendent du gaz importé russe, soit ils font massivement des énergies renouvelables, mais ça ne va pas se faire en 5 ans. Donc on a bien un problème de transition. Je peux poser une question? Est-ce que c'est très impertinent de dire qu'un jour la Pologne ou l'Allemagne pourraient revenir sur leur choix et envisager l'énergie nucléaire comme une énergie potentielle intéressante? Alors la Pologne le fait déjà, puisque le nucléaire est dans le mix prospectif de la Pologne. L'Allemagne, c'est une question beaucoup plus complexe. Mais la deuxième chose que je voulais mentionner, c'est qu'on a donc parlé du climat,
on a parlé de la sécurité d'approvisionnement, il ne faut pas oublier le troisième pilier, qui est la compétitivité et le coût de l'énergie. Et ça, c'est fondamental et structurant dans la politique européenne de l'énergie. Bien sûr qu'on peut aller très vite, très loin sur la décarbonisation. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est en concurrence internationale avec des zones du monde, vous l'avez mentionné, les États-Unis, le Moyen-Orient, où l'énergie est abondante et à des coûts inférieurs. On ne peut pas faire une politique européenne en se mettant des œillères et en oubliant ce qui se passe dans le reste du monde. Ce serait très dangereux d'un point de vue de notre compétitivité et du point de vue industriel. Moi, j'ai deux solutions pour résoudre ce que monsieur vient de dire. La première, c'est de constater. Et je crois que l'Europe a besoin de transparence. Regardons comment ça se passe. On vient de le faire, vous et moi, en parlant de la Pologne, de l'Allemagne, etc., de la réalité telle qu'elle est. La deuxième, si on constate, c'est d'être objectif. Aujourd'hui, la production électrique française est à 95% décarbonée. Il reste 4 centrales pour assurer la pointe, 4 centrales au charbon, parce que la pointe de production, c'est le soir, en hiver, à 8 h du soir, quand tout le monde a besoin d'énergie en même temps, ou à d'autres périodes très courtes. Il y avait des compteurs intelligents, nous a dit M. Verbevet, nous allons pouvoir échapper aux pointes. Oui, parce qu'on pourra gérer soi-même avec son portable ce qu'on appelle l'effacement, c'est-à-dire je décide de ne pas produire, de ne pas consommer, et je revends cette partie non consommée par un simple clic sur une application. Ça va, c'est dans les 5 ans qui viennent, on saura faire ça. On gagnera un petit peu d'argent en se privant de consommer certaines heures et en vendant gagnera un petit peu d'argent. Oui, il peut gagner un peu d'argent en faisant ça. Il faudrait être fort, il faudrait être très capable. Non, pas du tout, ce sera très simple. Ah bon Non, ce sera très C'est ça, il faudra avoir un automate qui le fait pour vous. C'est ça, oui. C'est là où ce sera intéressant. C'est de l'informatique plus du portable, hein. C'est quand même très simple. Alors, la réalité, et pas le baratin, ou encore moins la politique politicienne, c'est la France, 95% d'énergie électrique décarbonée. Et on peut d'ailleurs monter un peu si on substituait aux centrales à charbon pour assurer la pointe, si on lui substituait le gaz, parce qu'il faut aussi un tout petit peu de souplesse, et le gaz est très souple, en quelques minutes on obtient la puissance désirée, ça va. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il va falloir changer notre mode de vie en ce qui concerne la mobilité, et la deuxième chose, c'est la voiture électrique. Je pense que les transports en commun, très rapidement, Paris, très rapidement, dans 5 ans, dans les grandes villes, puis très vite aussi sur la voiture individuelle, l'électricité va s'imposer. Les progrès sur le stockage d'énergie électrique dans les véhicules, avec la batterie lithium-ion améliorée ou avec d'autres technologies, sont en route. Regardez, sans faire de publicité, la voiture Tesla, par exemple, qui assure une très grande autonomie pour des voitures assez lourdes, d'ailleurs, assez Attendez, je vous interromps une seconde. Vous croyez qu'on aura très vite des moyens de recharger les batteries de ces voitures lorsqu'on sera à 300 km d'une grande ville? C'est déjà le cas. Lorsqu'on sera à 300 km d'une grande ville? Oui. Sur tous les réseaux d'autoroutiers allemands, vous avez des bornes... oui, mais moi je parle de la France. La France, il y a un système, il y a une filiale de l'électricien historique EDF, qui est en train d'installer par ses filiales dans les grandes stations d'essence des autoroutes des bornes de recharge. Malheureusement, c'est une borne par station, donc très rapidement, comme il faut 20 minutes actuellement, on pourra peut-être aller plus vite après, et il faudra multiplier ce genre de choses, de facilité, de réseau électrique, qui n'est d'ailleurs pas forcément, lui, très coûteux, qui permettent de passer le plus vite possible à la voiture électrique et le plus vite possible au transport en commun électrique. C'est déjà le cas des chemins de fer, à l'évidence. C'est peut-être le cas aussi maintenant des autobus et des autocars rechargeables électriques. Alors, ces deux orientations, mix électrique décarboné au maximum, qui supposent de la part d'un certain nombre de pays, notamment l'Allemagne, de se remettre en cause. C'est ça le difficile. Parce que les choix allemands en matière électrique ont été dictés par des nécessités d'alliance politique entre la CDU, CSU, les conservateurs et les Verts. Ouais. Pour retirer les Verts à l'alliance avec le SPD, le Parti social-démocrate, on a forcé, du côté de Mme Merkel, à marche forcée, si je puis dire, le passage au non-nucléaire. Bien, c'est une erreur fondamentale, car il faut combiner un développement technologique, technique, des recherches et une volonté politique en faveur des énergies nouvelles renouvelables, en même temps qu'il faut développer un nucléaire moderne, peut-être en parlera-t-on. En tout cas, ces deux positions sont un changement radical de mode de vie.
C'est-à-dire les réseaux intelligents, une électricité propre, des moyens de mobilité propres, ou plus propres très rapidement, change le mode de consommation, change le mode de déplacement, change le mode de la relation entre l'habitat et le travail, etc., etc. Et je pense qu'il y a là une volonté. Et cette volonté caractérise la modernité politique. Elle est et de droite et de gauche, comme disent certains, ni de droite ni de gauche, comme disent d'autres. Elle est tout simplement une nécessité climatologique pour le pays et pour le continent, qui a quand même porté les acquis formidables de la COP 21. Fabien Roch, j'aimerais que vous me disiez si à l'échelle européenne, vous pensez que c'est concevable et qu'on pourrait avoir une convergence des politiques dans ce sens. Tout à l'heure, Michel Derdevet disait qu'il y a des investissements massifs à faire pour l'avenir. Pour la voiture électrique, on voit que c'est peut-être pas massif, mais c'est des investissements. Mais ensuite, pour les réseaux, c'est énorme. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir une convergence des politiques européennes en la matière? Alors, sur certains domaines, oui, pour répondre à votre question. Deux mots en complément de ce que vous disiez, Christian. Je suis d'accord que le véhicule électrique, la mobilité, décarbonée plus généralement, parce que je ne pense qu'il n'y a pas juste le véhicule électrique, il y a des choses sur l'hydrogène qui sont intéressantes. Recherche. Absolument. C'est un élément fondamental. Pourquoi? Parce qu'un véhicule électrique, finalement, c'est une batterie. Et on reboucle la boucle avec la question, effectivement, de gérer cette sécurité d'approvisionnement liée aux énergies renouvelables qui ne produisent pas tout le temps. Si finalement, chaque maison demain a un véhicule électrique, donc une batterie, on voit bien qu'on peut gérer au niveau de la maison intelligente un certain nombre des questions dont on parlait avec Michel, avec vous, sur... pas forcément une autonomie, parce que ce n'est pas forcément souhaitable, comme l'a dit Michel, mais en tout cas d'arriver à avoir quelque chose de vertueux. Ça, c'est le premier point sur lequel je souhaitais revenir. Le deuxième, on a parlé de l'électricité, du transport. Le bâtiment. Il faut absolument que la politique énergétique, si elle se place dans le cadre d'une transition énergétique et de décarbonation, s'occupe du secteur des bâtiments. On voit bien qu'on a... Avec les transports, premier fauteur de troubles en matière énergétique. Absolument. Le résidentiel tertiaire, comme on dit de manière technocratique, plus les transports, c'est tout le problème de la carbonisation de l'économie. Et on parle trop souvent, Michel a parlé de tropisme électricité. Il ne faut pas oublier les autres énergies. Je suis 100% d'accord. Mais l'autre tropisme, c'est qu'on parle très souvent, on va dire, de l'industrie en général, donc l'industrie et du transport, et on oublie les bâtiments. L'efficacité énergétique dans les bâtiments doit être une priorité numéro 1. Il y a des plans de rénovation. Si on est capable, au niveau européen, et c'est là que je reviens sur votre question, d'avoir des politiques de rénovation des bâtiments existants et d'aller de plus en plus loin sur les normes pour les bâtiments existants et nouveaux, c'est là qu'on pourra faire... de nouvelles technologies d'ailleurs qui viennent de la recherche, qui peut être commune. C'est peut-être un problème européen d'encourager la recherche pour des bâtiments de ce type. Absolument. Mais dans l'autre sens, tout à fait. J'y viens à ce point, la recherche européenne de l'énergie. Là-dessus aussi qu'on peut avoir une politique européenne, il me semble. Michel l'a mentionné, vous l'avez mentionné. Comment? Parce qu'on a déjà ce grand programme de recherche, de coordination au niveau européen. Il ne marche pas très bien, pour être honnête. Pourquoi il ne marche pas très bien? Parce qu'on a des contraintes, finalement, de redistribuer l'argent entre les pays pour que, finalement, tout le monde touche plus ou moins ce qu'il a mis. Enfin, je simplifie un petit peu. Mais on n'est pas capable de se mobiliser derrière certaines priorités industrielles de recherche au soutien de la transition énergétique. Il y a des initiatives, je caricature, je simplifie, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Vous avez posé la question de l'impact de la décision de Trump de sortir des États-Unis de l'accord de Paris sur le changement climatique. Pour moi, ce n'est pas forcément la question fondamentale. La vraie question, c'est qu'est-ce que les États-Unis vont continuer à faire dans la politique de recherche et développement. Et là-dessus, ils sont leaders. Ils sont leaders et les Chinois l'ont bien compris également. Ça va continuer dans les régions américaines, ça va continuer dans les grandes villes. Et aujourd'hui, on a une levée de bouclier dans un certain nombre de structures municipales, régionales américaines contre Trump, qui laisse penser que les États-Unis vont continuer à travailler, enfin une partie de la société américaine va continuer à travailler dans la perspective des accords climat. Absolument. Et ils sont leaders là-dessus et ils n'ont pas attendu de rejoindre l'accord de Paris pour avoir une politique très active de recherche et de développement dans les technologies propres de demain. Et c'est là où l'Europe, pour moi, a un retard à rattraper. Oui, on a eu des politiques de développement de technologies existantes. On a vu les politiques renouvelables dont vous avez parlé dans certains pays. Très très bien. Moi, je n'ai pas tout à fait la même vision que vous de la transition énergétique allemande. Je pense que la transition énergétique allemande est un laboratoire. Il ne faut pas la juger aujourd'hui, il faut la juger à échéance, à terme. Et qu'elle fait beaucoup de bien à l'Europe parce qu'elle nous montre évidemment des difficultés. Vous avez mis le doigt sur ces difficultés, mais elle nous permet aussi de faire baisser les coûts de certaines de ces technologies qu'on va utiliser dans les autres pays. Enfin,
pour être très clair, si les Allemands n'avaient pas investi de manière aussi colossale dans l'énergie solaire, dans l'énergie éolienne, les coûts n'auraient pas descendu aussi vite. Et du coup, ça coûterait plus cher au reste de l'Europe aujourd'hui de les mettre en place. Donc voilà, j'ai une vision un peu plus... Permettez-moi de dire que l'éolien est plus intéressant que le solaire si on place en facteur commun la décarbonisation de l'économie. Il y a deux formes d'énergie électrique qui sont le moins émetteurs de carbone, donc de CO, de CO2. C'est l'énergie éolienne et c'est l'énergie nucléaire. Même si on compte le béton de la base du mât éolien, si on compte le béton sur sa durée de vie de la centrale nucléaire, etc., même tout calcul, tout confondu, il y en a deux qui émettent très peu de carbone, in fine, c'est l'éolien et c'est le nucléaire. Le photovoltaïque est plus discutable, y compris en Allemagne, parce qu'il faut beaucoup d'ensoleillement, il faut beaucoup de lumière par définition, il faut beaucoup d'ensoleillement. Il y a 500 heures de moins dans l'Allemagne de la Ruhr d'ensoleillement par an qu'il n'y en a au sud de la Loire en France. Et donc 500 heures de moins, c'est une question d'amortissement et donc c'est une question de coût en fait. Je crois que c'est vrai qu'il y a une évolution technologique formidable. Le photovoltaïque coûtait par mégawattheure 160-180 euros le mégawattheure il y a 10 ans. Il coûte aujourd'hui à peu près 100. On a gagné un facteur de 3 à 5 sur le photovoltaïque, même sur les 5 dernières années. Et l'éolien coûtait 120, 130, il coûte maintenant 70. Hein. On peut se mettre d'accord sur quelques chiffres comme ça. Tout dépend, parce que par exemple, on a des champs photovoltaïques qui sortent dans les régions très bien ensoleillées, au Chili, au Moyen-Orient, à $30 du mégawattheure. C'est un peu plus dur en Europe. On est d'accord, mais tout dépend où. Hein. Dans le sud de l'Europe, on est d'accord qu'on a de l'ensoleillement. Et ce qu'il faut voir, c'est la tendance à la décroissance. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier. Vous avez dit effectivement que nucléaire et éolien sont des technologies prometteuses. Je pense que le photovoltaïque est sans doute une des plus grandes surprises technologiques des dernières années. Oui, alors sauf qu'aujourd'hui, il y a des terres rares qui sont nécessaires pour le construire, qui sont essentiellement en Chine, au Canada et en Bolivie. Ou en Colombie, je ne sais plus, en Colombie, et que du jour au lendemain, Monsieur Chine ou Monsieur Colombie peut décider, je pense que ce n'est pas le cas du Canada, mais deux autres pays et d'autres producteurs, il y a l'Australie. De ne plus le vendre. Non, on peut décider que ça vaut plus cher. Donc la maîtrise de la matière première... On retrouve la question de la sécurité. Voilà. On retrouve la question de la sécurité. On retrouve la question aussi de l'indépendance énergétique, évidemment. Parce que d'où viennent les panneaux photovoltaïques qu'on installe en Europe? Une grande partie de ces panneaux est fabriquée en Chine. Sont importés. Et donc, les matières premières sont toutes importées. En ce qui concerne l'indépendance, il faut quand même remarquer que notre pays, un petit cocorico, n'est pas si mal que ça, puisque en totalité d'indépendance énergétique, pas seulement électrique, mais énergétique, on est à 56% d'indépendance énergétique, ce qui est bien. C'est le taux qu'avait la Grande-Bretagne du temps où elle avait encore des exploitations pétrolières, c'est le taux de la Norvège avec l'exploitation pétrolière, qui est supérieur d'ailleurs, mais en fait, c'est pas si mal. Alors, vous pensez à une chose très importante dans votre livre, Réinventer la social-démocratie. Vous inventoriez tous les projets possibles à l'échelle européenne. Et il y en a un qui retient mon attention, je sais bien que c'est pour dans très longtemps, c'est l'ITER. L'Europe doit se lancer tout entière dans ITER. Alors de quoi il s'agit, hein? Il s'agit d'un investissement d'avenir avec non plus la fusion mais la fission. Non plus la fission mais la fusion, pardon. Non plus la fission mais la fusion. Et la fusion... nucléaire, ce serait une chose absolument extraordinaire. Mais moi, je voudrais poser une question très précise. Est-ce que vous pensez que ça a du sens de faire venir les pays européens autour d'ITER, qui est une affaire française, et qu'on pourrait convaincre l'Allemagne, la Pologne, etc., les grands pays d'Europe, de venir, ou l'Italie, de venir travailler avec nous sur ITER? D'ailleurs, ce n'est pas uniquement ces pays-là, c'est d'autres pays dans le monde aussi qui font partie du projet de Mais croyez-vous que c'est possible? De la réalisation. Alors, c'est déjà lancé. Oui, on dit ils ça, sont pas très, ils sont pas très dispendieux à... voilà, ils ne donnent pas l'argent. Donc, au niveau des déclarations, ça va très bien. Mais... Si on donnait tous les crédits nécessaires, on estime qu'il faudrait entre 30 et 40 ans pour faire aboutir cette technologie qui marche à titre expérimental. En
gros, c'est une enceinte électromagnétique, à l'intérieur un plasma, et la matière première, elle est universelle, puisqu'il s'agit de matière qui est contenue notamment dans l'eau de mer, et donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Et la sécurité, la sûreté plutôt, la sûreté du process, dès qu'on introduit une impureté dans le plasma en question, le processus s'arrête. Donc ça a tous les avantages du nucléaire et ça n'a pas les inconvénients du traitement de l'aval du cycle, pour lequel par ailleurs il faut aussi continuer à développer les recherches. Est-ce que l'Europe est prête à s'organiser autour de ça? Pour l'instant, l'Europe regarde ça avec scepticisme, amusement. C'est encore une idée des nucléaristes français. Et russes, mais bon, on met un peu de sous, on n'y croit pas tellement. Alors, plus généralement, peut-être, si je peux rebondir là-dessus, je pense qu'il y a une vraie question de qu'est-ce que c'est une politique d'innovation et de recherche européenne. Est-ce que c'est plus d'argent public sur des grands projets? Est-ce que c'est juste ça? Je ne suis pas d'accord. Non. Je pense que si on regarde ce qui se fait, pour revenir aux États-Unis et ailleurs, au Japon, là où l'Europe a le plus de retard, c'est pas forcément, bien sûr que c'est toujours bien d'avoir plus d'argent public dans la recherche, mais c'est pas forcément là qu'est le problème. Le problème, c'est la capacité à créer un écosystème et un effet d'entraînement entre la recherche fondamentale, qui a la vocation à être financée par de l'argent public, et derrière de la recherche appliquée et la commercialisation de ces innovations. C'est là où le bas blesse en Europe. Ce n'est pas forcément sur la recherche fondamentale. Oui, et donc, mais sur ces recherches-là, type ITER, c'est nécessairement des crédits publics. Oui, parce qu'on n'en est pas là, on n'en est pas l'application. Ça a un aspect aussi recherche fondamentale sur la matière, sur la maîtrise de process qui tiennent à la structure même de la matière. C'est très complexe. Par contre, par exemple, vous citiez tout à l'heure l'hydrogène, à juste titre. C'est une des sources possibles d'énergie pour la mobilité ou pour d'autres usages. Et l'hydrogène suppose encore beaucoup de recherche pour son stockage, pour son utilisation, car il y a deux voies essentielles d'utilisation de l'hydrogène. Et les industries automobiles, par exemple, moi j'ai vu chez Mercedes des recherches très importantes sur l'hydrogène. Je conseille une petite entreprise start-up française qui met un ajout hydrogène à des voitures électriques. Donc il y a des choses qui se passent, et là vous avez raison. Là, ce sont des entreprises privées avec des objectifs privés de rentabilité et de profit qui sont nécessaires pour financer les investissements futurs aussi. Et c'est toute une organisation, un écosystème vertueux qui permet de passer de la recherche fondamentale, financée publiquement très souvent, à une commercialisation d'innovation. Et c'est là où on a été distancé en Europe. C'est une politique plus générale de l'innovation et de la recherche qu'il faut remettre en cause en Europe. Que peut-on faire? Il faut travailler, je pense, pas forcément avec une vision, on va dire, centralisatrice, mais beaucoup plus décentralisatrice. Ce que nous apprend, par exemple, la Silicon Valley, c'est qu'une grande capacité d'innovation peut émerger des territoires, des acteurs, quand on les met dans un écosystème qui leur permet d'avoir des innovations de rupture. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'interroge, comment créer les conditions en Europe, et ça peut être un vrai axe de coopération. Comment créer les conditions en Europe que, à la fois sur les territoires, mais aussi entre les différents pays, on ait cette émulation, on ait cet écosystème qui passe par le public, le privé, mais aussi du capital risque. Il faut bien voir que le capital risque en Europe ne finance pas l'innovation de la même façon qu'aux États-Unis ou ailleurs, pour qu'on redevienne un leader dans la commercialisation, le déploiement de ces technologies propres qui sont la clé de voûte de notre transition énergétique. Alors on a la chance parce que le capital risque français, il est le plus développé en Europe, avant les Anglais et avant les Allemands pour une fois. Il est beaucoup plus vivant qu'ailleurs et les changements politiques en France peuvent encore le booster, comme on dit en bon français. Donc moi je suis plutôt optimiste là-dessus et je suis très optimiste sur un plan européen sur ce que vous venez de dire que je partage. C'est que des coopérations renforcées prévues par les traités, et notamment entre la France et l'Allemagne, peuvent trouver un terrain de rebondissement politique de l'Europe sur ces sujets. C'est-à-dire que des recherches européennes, pas forcément à 27, mais à un certain nombre d'États qui se révéleraient intéressés, peuvent, de manière renforcée, trouver des champs qui seront autant d'avancées, conformes d'ailleurs au projet des pères fondateurs. Qu'est-ce que la CECA, si ce n'est une coopération renforcée ?
charbon et acier à l'époque. Aujourd'hui, nouvelles énergies, hydrogène, stockage de l'énergie, développement au-delà du lithium-ion, de ce qu'on peut faire pour stocker des batteries pour les véhicules, etc., etc. Il y a un vrai sujet. Et autant, par exemple, je termine là-dessus, l'Europe s'est construite avec un certain nombre de môles politiques tels que l'euro, qui, à mon avis, est politique, est une manifestation politique d'une volonté politique. Elle s'est construite autour de coopération économique, un marché organisé, fonctionnant, la concurrence, l'émergence, etc. Elle va se construire demain avec la convergence budgétaire, qui va demander des sacrifices à la France, comme l'énergie demandera des sacrifices à l'Allemagne. Et enfin, sur l'énergie, par des coopérations renforcées sur la technologie, sur la recherche, mais aussi sur le processus de transparence, enfin se dire la vérité sur les choses, la vérité sur le nucléaire, la vérité sur le renouvelable, et sortir de l'idéologie. Sur tous ces sujets, il y a des pistes politiques de construire l'Europe beaucoup plus qu'aujourd'hui. Merci à tous les deux. Alors Christian Pierret, vous êtes l'auteur de Réinventer la social-démocratie. Avec Philippe Lator. Avec Philippe Lator. C'est préfacé par Hubert Védrine. C'est aux éditions de l'Archipel. Je voudrais rappeler que vous donnez au fond une synthèse de notre émission dans ce livre, puisque vous prenez les 5 piliers d'un marché européen de l'énergie, et ces 5 piliers, nous les avons tous abordés. Et vous, Fabien Roch, vous êtes l'un des co-auteurs avec Alain Beltran et Michel Derdevey, qu'on a entendu tout à l'heure, de Énergie pour des réseaux électriques solidaires aux éditions Descartes. Merci. Merci. Pour une politique européenne de l'énergie, 3e partie, notre grand témoin est Claude Turmes. Bonsoir Claude Turmes. Bonsoir. Vous êtes luxembourgeois, vous êtes membre des Verts, vous êtes député européen depuis 1999 et vous êtes président d'une ONG qui s'appelle Eufores en faveur des énergies renouvelables. Et vous êtes auteur d'un livre très intéressant qui est publié aux éditions Les Petits Matins et qui s'intitule Transition énergétique, une chance pour l'Europe. Alors une chance pour l'Europe, ça signifierait donc qu'il est possible d'articuler les différentes transitions énergétiques. Il y a quand même, et je voudrais que vous m'expliquiez ça, un retard en matière de politique européenne de l'énergie. Bien sûr, l'Europe a contribué à faire progresser les énergies renouvelables, c'est ce que vous dites, mais il y a quand même un retard du point de vue de l'articulation. Tout ce qu'on a entendu jusqu'ici, c'est quand même, mais dans l'avenir, on va faire ça, mais dans l'avenir, on va se concerter, on va se consulter. Est-ce que vous ne pensez pas que ce retard est quand même inquiétant? Et expliquez-moi pourquoi il y a un tel retard à l'échelle européenne. Non, mais en fait, il n'y a pas de retard au niveau de l'échelle européenne. C'est pour ça que j'ai dû écrire ce livre, c'est parce que dans beaucoup de pays, et je dirais aussi surtout en France, on n'a pas compris que c'est l'Europe qui a impulsé la transition énergétique. L'Europe a fait en 2002-2003 la régulation des marchés de l'électricité en créant un arbitre neutre qui est la CRE en France, ce qui a amené de la transparence. La CRE, le CRE, donc M. Karanko qui est son président. Qu'est-ce que c'est le CRE? En fait, c'est l'arbitre du marché de l'électricité. Et c'est aussi celui qui négocie avec les opérateurs des réseaux en France qui doivent investir dans les réseaux, mais pour qu'ils le fassent pas en se faisant des marges trop importantes. Donc, on a mis sur un terrain économique où il y a des milliards qui sont brassés, on a mis un arbitre. L'Europe a fait en 2008... Écoutez, cet arbitre, est-ce qu'il coordonne effectivement ce dont on parlait en première partie avec Michel Derdevey, les petites sociétés, les grosses sociétés, franchement... Mais laissez-moi peut-être continuer pour vous montrer l'architecture de ce qu'on a mis en place. Donc, on a des marchés de l'énergie, électricité, gaz, qui sont très sophistiqués, avec des bourses, avec des régulateurs qui sont des arbitres. On a scindé en fait la production d'électricité, surtout nucléaire en France, des réseaux. Parce que si je veux que tout le monde peut produire et être accepté dans le réseau, je ne peux pas faire que... Imaginez un moment que Renault soit le propriétaire de toutes les autoroutes en France et que Renault pourrait décider qui vient sur l'autoroute et qui ne vient pas. Donc, sur l'électricité, on a retiré à EDF la mainmise sur le réseau. Et après avoir organisé le marché, on a fait une directive européenne
sur les énergies renouvelables, qui a forcé tous les États membres, y inclut la France, à investir dans l'éolien, dans le solaire. C'est l'Europe qui crée les labels sur les frigos. Et c'est l'Europe qui interdit des frigos qui ne sont pas assez efficaces à venir sur le marché européen. Donc, avec à la clé de 15 ans de politique européenne, un chamboulement complètement de la politique énergétique, surtout en matière d'électricité, qui a forcé les grands oligopoles en Allemagne comme E.ON, comme RWE, mais qui va aussi forcer Engie et EDF à évoluer vers les énergies décentralisées renouvelables et de quitter le charbon, mais aussi le nucléaire. Claude Turmes, vous savez, on dit souvent que quand on voit quelque chose se développer, c'est moi qui en suis à l'origine. Et alors là, vous nous dites, comme ça se développe, les énergies renouvelables, c'est l'Europe qui en est à l'origine. Franchement, je vous ai lu attentivement, hein, mais je ne suis pas convaincu que ce soit l'Europe qui en soit véritablement à l'origine. Qu'il y ait des contrôles tatillons à l'échelle européenne pour discuter de telle ou telle mesure qui concerne l'énergie et qui vient gêner quelquefois les initiateurs énergétiques, ça j'en suis absolument persuadé. L'administration, du point de vue du contrôle tatillon, elle est remarquable, excessive. En revanche, du point de vue de la politique européenne, moi je continue à penser, vous ne m'avez pas démontré qu'il n'y a pas de retard à l'échelle européenne. Il y a un retard parce qu'il n'y a pas de concertation facile entre les différentes sociétés qui sont à l'initiative de l'énergie en Europe. Non mais je ne suis pas d'accord. Parce que le fait que l'Europe a fait une législation qui force tout le monde à faire de l'efficacité énergétique, y inclut toutes les maisons en Europe construites, les nouvelles maisons doivent être zéro énergie. Donc c'est une impulsion forte qui change complètement l'architecture, l'ingénierie autour des maisons. Et là où avant vous avez discuté avec vos autres invités, bien sûr, en faisant cela, nous devons respecter qu'il y a une histoire différente de la politique énergétique en Allemagne et en France et en Pologne. Mais nous avons... Jour où l'Europe, excusez-moi, mais le jour où l'Europe arrivera à empêcher la Pologne ou l'Allemagne de faire du charbon, alors là, je vous dirais vraiment bravo l'Europe. Non, mais alors justement, en ce moment, on a de nouvelles législations sur la table qui définissent le cadre pour la prochaine décennie, et on fait exactement ça. Toute centrale qui dépasse un certain niveau de pollution de CO2, donc au-delà de 550 grammes par kilowattheure, est interdite. Donc nous tranchons la question avec la législation qui a été proposée par la Commission européenne. Si maintenant au Parlement européen et en discussion avec les États membres, on a une majorité, c'est la fin du charbon en Europe. Et donc, vous discutez de façon hypothétique, nous, on le fait en ce moment. Alors justement, est-ce que, on en parlait avant l'émission, mais est-ce que la France, avec un regard anthropo-français, anthropocentré, n'a pas finalement donc une vision un petit peu caricaturale de l'Allemagne sur ces aspects, puisqu'on disait l'Allemagne fait de gros efforts aujourd'hui, apparemment, que vous confirmez, hein, sur la sortie du charbon. Oui, en fait, l'Allemagne sait qu'après avoir fait la sortie du nucléaire, et c'est Fukushima qui a déclenché ça. Madame Merkel, c'est une physicienne nucléaire. Si elle, et je sais son histoire personnelle, c'est un vendredi matin, elle est partie à Berlin, et c'est dans son vol vers Bruxelles que Fukushima a explosé. Il était ce jour-là, elle était avec tous les autres chefs d'État. Elle a loupé presque toutes les réunions cette journée, elle était devant son écran. Pour elle, c'est un monde qui s'est écroulé parce qu'elle pensait toujours en bonne allemande, physicienne, que le nucléaire c'est maîtrisable. Et depuis Fukushima, elle a radicalement changé. Donc c'est pour ça que le peuple allemand voulait sortir du nucléaire. Et après, pourquoi est-ce que le charbon a beaucoup tourné les dernières années en Allemagne? C'est parce que dans les instruments législatifs européens qu'on a mis en place, on a réussi sur les renouvelables, on a réussi sur le marché, on a réussi sur l'efficacité énergétique, mais on a eu un couac sur le marché des certificats de CO2 qu'on a créé. Parce que en 2008, quand on l'a créé, on pensait qu'on allait avoir un prix de 30, 35, 40, donc que le gaz
serait dans le système électrique et que le charbon sortirait. Or, ce marché s'est effondré et aujourd'hui, on est à 5 € par tonne. Et donc, et comme on a créé un marché européen de l'électricité... Ça coûte pas cher de faire du CO2. On peut pas... Oui, ça coûte pas cher d'émettre du CO2. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, dans un marché qui est au niveau du contenu CO2 régi par l'Europe, l'échec d'un instrument européen a créé une perversité en Allemagne. Une perversité, elle était déjà préparée par le fait que l'Allemagne sorte du nucléaire. L'Allemagne sort du nucléaire, il faut bien qu'elle compense le nucléaire, elle le compense par le charbon. Ça, c'est le mythe. C'est un mythe, ça? Non, c'est un mythe vu de Paris. Il faut regarder les statistiques. L'Allemagne avait... En 2008-2010, quand le prix du CO2 était à 30, il y avait 30 à 40 gigawatts de unités de gaz qui tournaient en Allemagne. Et le charbon était réduit. Donc le nucléaire qui sort du système est entièrement remplacé par des renouvelables. Et ce qui est sorti malheureusement du système allemand, c'est le gaz qui était là. Mais ça, c'est une conséquence d'une politique faible au niveau européen sur le CO2. Mais ça, on va corriger maintenant parce que quand Macron a été élu un dimanche, il était lundi à Berlin. Qu'est-ce qu'il a discuté avec Mme Merkel? Il a discuté un prix plancher dans ce marché de CO2 qui n'a pas bien fonctionné. Et donc là, Madame, vous savez, avant les élections, c'est un moment un peu difficile. Donc, mais je suis assez optimiste que après les élections en Allemagne, la tonne de CO2 va augmenter de prix. Va augmenter de prix et c'est très bien parce que on va finalement mettre un prix sur la pollution, le charbon. On a une planète, on ne peut pas continuer à faire du charbon. Alors, j'espère que l'avenir confirmera ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire que la Pologne et l'Allemagne arrêteront le charbon, comme vous le dites, pour se lancer exclusivement dans le renouvelable. Mais vous pensez qu'en conséquence, elle pourrait éviter tout retour au nucléaire? La Pologne a décidé d'un retour au nucléaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais écoutez, moi, je suis allé en Pologne. Oui. Sur le papier, ils disent que quelque part, en 20, 25, 30, il y aura une centrale nucléaire. Moi, j'ai été voir PGE, qui est un peu le EDF polonais. Ils avaient, il y a 5 ans, 500 personnes qui travaillent sur le nucléaire. Aujourd'hui, il y en a 50. Ils n'y croient pas. Et pourquoi? Depuis que EDF a fait le réacteur en Angleterre, on sait que le nouveau nucléaire, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois plus cher que du solaire, que de l'éolien sur Terre et de l'éolien en mer. Donc, tous les électriciens du monde, sauf EDF, sont sortis de l'idée qu'on va réinvestir dans le... Ouais. Parce que, pourquoi est-ce que j'investisserais 110, 120 € pour un mégawattheure d'électricité si je peux faire du solaire en France à 55? Et donc... Mais vous croyez que toute la production d'énergie en Pologne, toute la production d'énergie en Pologne pourrait être à la fois vierge de nucléaire et vierge de charbon? Mais oui, parce que qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire... Est-ce que vous savez que déjà aujourd'hui en Pologne, il y a 10 000 personnes qui travaillent pour l'éolien en mer? Oui, c'est un des pays qui investit le plus dans l'éolien en Pologne. Mais ils produisent... Je l'ai lu chez vous, j'ai lu votre livre. Non, et vous le saviez avant? Non, j'ai lu votre livre. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans la caricature de la politique énergétique de certains pays. La Pologne, le prochain grand investissement en Pologne, ce sera une ferme éolienne en mer de 1000-1500 mégawatts. Donc, et la Pologne a la même ressource éolienne que l'Allemagne. Et donc, il y a bien sûr, un peu comme en France, quel est le problème de la Pologne? C'est que la Pologne a une ou des entreprises publiques qui sont dans le vieux monde du charbon et qui bloquent ce que naturellement se fait dans le monde entier. Ils bloquent que ça se fasse en Pologne. Et en France, on est quand même un peu dans la même situation. Avant, vous avez discuté qu'il y avait... vous êtes dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a tant de solaire en la Ruhr et pas au sud de la Loire? Mais la vraie question pour la France, c'est pourquoi est-ce qu'il y a, en effet, tout le monde sait qu'il y a plus de soleil à Nice qu'à Dortmund.
Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de... Donc c'est une question de volonté politique. Mais oui, il y a depuis des années un blocage politique organisé par EDF contre le déploiement du solaire. Et imaginez, en France, on parle depuis 10 ans de faire de l'éolien en mer. Alstom, Areva, mais industriellement, ils sont en train de perdre parce que EDF leur met tout le temps des bâtons dans les roues pour faire ce que... L'éolien en mer, c'est, avec le solaire et l'éolien sur Terre, c'est un produit mondial d'exportation de l'industrie européenne. Malheureusement, pour le dernier gouvernement Hollande, il a préféré mettre 10, 12, 15, 20 milliards pour sauver le soldat Areva et le Creusot qui ont fraudé comme jamais on avait fraudé avant, au lieu de mettre 1 milliard sur le solaire. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec les chercheurs qui sont à Chambéry, qui ont la technologie solaire de demain, qui est la heterojunction, j'écris dans le livre. On n'a pas trouvé en France 500 millions ou 1 milliard pour faire de la France le champion mondial du solaire. Donc, on veut être le champion mondial d'une technologie que plus personne va acheter parce qu'elle est trop chère. Sur ça, on met des milliards et sur les technologies d'avenir, on met rien. C'est ça, en fait, le dilemme, je dirais, de la France. C'est ce que vous répondez à ceux qui fourbissent l'argument économique qui dit que la transition est hors de prix, donc ça prendra beaucoup de temps, etc. En fait, c'est une question de répartition des investissements. Plus que, oui, bien sûr, non, mais global. Bien sûr, on est dans une transition. Et cette transition, technologiquement, elle est, tout le monde sait où on va. Ce sera du solaire, ce sera de l'éolien sur Terre, ce sera de l'éolien en mer, et ce sera... vous avez discuté avant, il n'y a pas de stockage. Désolé, la France a 15% de son électricité, c'est du stockage sous forme d'hydroélectricité. Donc on a du stockage. Et maintenant à ça, on va ajouter des batteries. Donc on pourrait aller hyper vite, et on doit aller hyper vite à cause du climat. Maintenant, il y a un problème social à gérer derrière, qui est le vrai problème, c'est que premièrement, EDF est un éléphant avec des pieds d'argile financiers très très fragiles. Je peux expliquer ça un peu plus en détail si vous voulez, je l'explique un peu dans le livre. Oui, et la deuxième chose, c'est qu'il faut respecter les travailleurs de chez EDF. Donc ce que ce gouvernement Macron, j'espère, Macron-Hulot, au niveau de l'énergie, doit faire, c'est premièrement, soyons enfin transparents, chez Areva, il y a un trou de 60 ou 80 milliards parce qu'il n'y a aucun euro de provisionné pour démanteler les trucs très radioactifs qui sont là-bas. Chez EDF, EDF dit qu'il va déconstruire un réacteur pour 300 millions. Les Allemands et les Anglais qui en ont déconstruit, contrairement à EDF qui n'en a pas déconstruit un seul, ils disent que c'est au moins 1 milliard. Donc chez EDF, il y a 50, 60, 70 milliards qui manquent. Donc la première chose à faire, c'est de finir les mensonges ou de la non-transparence sur le nucléaire en France. Et derrière, il faut organiser la transition, mais aussi sociale. Et là, c'est très intéressant ce que Derdeve a dit, parce que la vraie excellence aujourd'hui de la France, elle est dans les réseaux. RTE et Enedis sont au niveau mondial parmi les meilleurs. Et donc, avec ça, il y a Schneider, qui a une valeur commerciale, industrielle drôlement supérieure à Areva. Et donc, il faut arrêter d'investir dans les bateaux qui coulent. Il faut investir dans les bateaux qui peuvent aller sur le marché mondial. Alors, je sais qu'une de vos priorités, sont les normes énergétiques des bâtiments, de tout ce qui est construit, parce que bien tout ça, c'est multiplié, pas à l'infini, mais par des millions, ça finit par avoir un impact considérable. Donc, je crois que vous en faites une des priorités de votre action. Monsieur Roquet, Roch a dit il faut parler aussi du bâtiment. Le bâtiment, c'est 40% de la consommation d'énergie. C'est considérable. Et donc, c'est la pauvreté énergétique pour certains. Et c'est surtout un gisement d'emplois gigantesque. Imaginez un moment que la France ferait ce qu'elle a dans sa loi sur la transition énergétique. Madame Royal a fait inscrire 500 000 de rénovations thermiques de bâtiments. Mais ça va créer des milliers d'emplois. Et ce n'est pas des Chinois qui vont travailler, c'est des Français ou c'est des Européens qui vont travailler sur les chantiers en France. Et donc la rénovation du bâtiment
c'est, je dirais, et l'efficacité énergétique en général, c'est la priorité numéro 1. Et j'espère qu'avec Hulot, on a maintenant quelqu'un qui va s'intéresser aux détails pour impulser cela. Monsieur Turmes, permettez-moi, l'observateur que je suis, qui a lu les 3 livres en question, de rester perplexe en face de cette question des désaccords sur l'énergie nucléaire entre vous et les Français. J'ai l'impression que ce désaccord vient sans doute d'un malentendu, mais que l'énergie nucléaire est encore une potentialité très importante en France et qu'on ne va pas l'abandonner comme ça du jour au lendemain. Mais ça, j'ai pas dit. Mais 80% d'électricité française, 90% d'électricité française aujourd'hui est d'origine nucléaire. Non, 75. Non, ces chiffres ont été donnés tout à l'heure. Non, mais 60. Vous pouvez diminuer si vous voulez. Non, mais vous allez chez. Oui. Qu'est-ce que Macron promet? Et je crois que comme maintenant il a une majorité sans les républicains qui sont un peu plus radioactifs que les macronistes. Donc, il va diminuer, il va fermer 15 centrales, il y en aura 30 qui vont continuer à tourner. Mais la vraie question pour la France, et la vraie question pour EDF, c'est est-ce qu'il y aura des nouveaux réacteurs nucléaires? Et les Allemands, E.ON, c'était une compagnie qui faisait du nucléaire. RWE aussi. Iberdrola faisait du nucléaire. Donc ils ont arrêté, oui, je sais. Non, mais tous les électriciens du monde, hors EDF, ont arrêté de croire qu'on peut faire du nucléaire à des coûts économiques. Et donc, et pour la petite histoire, et j'espère que tout le monde le sait en France, EDF ne voulait pas de Areva. C'est Hollande qui l'a imposé parce que sinon il y avait trop de chômage au Creusot avant les élections. Non, c'est pas la seule raison. C'est pas la seule raison. C'est aussi parce qu'il y a un vrai débat sur le prix de l'électricité nucléaire et sur le prix des autres électricités. Vous oubliez de dire que pour les énergies renouvelables, il y a des investissements qui sont faits qui ne sont pas toujours pris en compte quand on parle du prix de revient d'une énergie éolienne ou d'une énergie solaire. Et qu'en fait, toute la question est où est-ce qu'on calcule le prix réel de l'énergie? Lorsque vous me dites c'est trop cher l'énergie nucléaire, je voyais l'autre jour un responsable d'Areva qui me disait c'est moins cher que toutes les autres énergies. Vous me dites non, c'est plus cher. Et nous on est, excusez-moi, nous on est des lecteurs, on vous lit les uns ou les autres, non, mais on lit les développements. Non, mais c'est reconnaissez que les 2 thèses existent, parce que sinon, vous ne reconnaissez pas que les 2 thèses existent. Non, les 2 thèses existent, mais il y a un rapport de la Cour des comptes. Qui me semble une institution des plus solides françaises. Des plus honorables, ça c'est sûr. Lisez ce rapport et vous allez comprendre que moi, j'ai pas peur du tout de la transparence sur le coût total du solaire, de l'éolien, du charbon, du nucléaire. Parce que le résultat, il est clair. Vont gagner le solaire et l'éolien. Parce que le mythe malgré l'intermittence, malgré le fait que le vent est intermittent, malgré le fait que le soleil est intermittent. Oui, mais je vous donne une. Alors, pour comprendre le système électrique, il ne faut pas seulement comprendre la production, il faut comprendre la demande. Quand la France a gagné la Coupe du Monde de football, bon, ça fait un moment, ce jour-là, il y avait une énorme pointe. Et donc, et cette pointe n'avait pas, et la pointe en hiver, avec le chauffage électrique qui est un peu trop loin, un système électrique uniquement nucléaire n'existe pas. La France a besoin, le EDF nucléaire a besoin de toute l'hydroélectricité en France et de la Suisse pour créer un équilibre. Et on importe de l'électricité, bien sûr. Dire que les ingénieurs du monde de l'électricité inventent ou découvrent la question du stockage avec le solaire et l'éolien, mais c'est faux. La question du stockage se pose aussi avec le nucléaire. Monsieur Turmes, excusez-moi, mais il y a encore une dernière question sur laquelle j'aimerais vous interroger en ce qui concerne la politique européenne. C'est le scandale des logiciels truqués dans les tests de pollution du diesel. Vous fustigez vous-même dans votre livre la Commission européenne et les États qui ont couvert la fraude de l'industrie automobile. On sait que ça a été le cas de Volkswagen, ça a été le cas de Renault. Avec le diesel, ils ont caché le fait qu'en fait, il y avait beaucoup plus de CO2 qu'ils le disaient. Est-ce que vous pensez que l'Europe, puisque vous dites l'Europe fait des législations, etc., ben l'Europe, là, elle aurait dû vraiment alerter. Pourquoi est-ce que l'Europe, là encore, a été en retard pour, au fond, réguler cette question auprès
des fournisseurs que sont Volkswagen, Renault, etc. Oui. Donc j'ai passé une année dans notre commission d'enquête du Parlement européen sur ça. Oui, vous en parlez là. Ouais, C'est là où j'ai compris. Vous avez travaillé sur la question. Si je dois faire un résumé succinct, le seul laboratoire en Europe où on mesure la pollution de NOx et de CO2 qui n'est pas dépendant directement de l'industrie automobile, c'est un laboratoire de la Commission européenne qui est près de Milan. Ce laboratoire, depuis 10 ans, savait qu'il y avait fraude. Mais ce laboratoire, donc qui est un laboratoire de scientifiques, a envoyé ses études à la DG, Direction Générale Entreprise, qui devait, elle, trancher. Or, on avait un commissaire allemand, on avait après un commissaire italien, donc il y avait une volonté politique en haut de couvrir le mensonge. C'est ce que vous dites. Oui. Bravo l'Europe. Bravo l'Europe. Non, mais... Alors, l'Europe, elle a fait quoi? Non, mais écoutez... C'est là où je vous dis que la politique européenne est en retard. Non, mais moi, j'ai regardé... La commission d'enquête, elle est filmée. Vous allez regarder mes interventions, elle était assez musclée. La bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne a viré les 2 ou les 3 fonctionnaires qui étaient dans les poches de l'industrie automobile, a mis d'autres fonctionnaires, a mis une autre commissaire, et aujourd'hui, il y a 2 semaines, l'Europe a décidé, ou on est proche de décider, d'un nouveau système d'homologation de la mise sur le marché des voitures, et est arrivé une chose qui arrive rarement dans la politique européenne, a été mis en minorité le gouvernement allemand et le gouvernement italien qui ont couvert la fraude. Et aujourd'hui, ils sont en minorité parce que le Parlement européen avait fait une commission d'enquête avec les médias, sur ce dossier, je dois dire, Madame Royal avait fait son travail. Elle savait que politiquement, Hollande allait couvrir Renault et les autres, donc elle était maligne, elle a passé les infos aux juges. Et donc, c'est pour ça que la France, maintenant, est du bon côté. C'est un très bon exemple où le lobbying de certains industriels qui sont dans le vieux monde, comme les constructeurs automobiles qui croient encore au pétrole, alors que techniquement, les Chinois, d'ailleurs, le montrent, on peut déjà faire l'électrique. C'est la pression de Berlin, de Rome, de Londres, de Paris, qui avait empêché à l'époque que le mensonge sorte. Parce qu'il ne faut pas oublier que le lobby, ce n'est pas seulement à Bruxelles, c'est dans les capitales. Et c'est parce qu'après, j'avais un gars qui m'a tout raconté, et c'est pour ça que je pouvais alimenter mes collègues au Parlement européen. On les a mis sous pression, la Commission, et la Commission européenne savait. Alors maintenant, le prochain système, il est bon. Sinon nous, en tant que Commission européenne, on va être exposés sur cette fraude. Et donc, c'est un dossier qui... Et il faut pas caricaturer la politique européenne. Il y a des moments où les majorités politiques, souvent de droite, sont trop proches des industriels et on perd. Mais sur l'énergie, et j'espère que je le décris bien dans mon livre. Tout à fait. Sur l'énergie, depuis l'année 2000, on a des majorités stables, les Verts, les socialistes, une partie des gauches, une partie des libéraux, et on a impulsé la transition. Et heureusement, parce que... et regardez... Bon, merci, Monsieur Claude. Heureusement, parce que aussi au niveau industriel, on a fait que l'Europe va gagner. D'accord, Monsieur Turmes. Avec votre livre Transition énergétique, je crois qu'on a une compréhension tout à fait claire de la situation et des contradictions qu'il y a à l'échelle de l'Europe. On se retrouve donc la semaine prochaine avec une nouvelle émission de Tambour Battant. Merci.